La dernière fois, lu par Amaris. Simon l'évêque a fait la guerre comme tout le monde. Il en est revenu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. 4 ans de stalag et, en ce mois de décembre 1948, 4 ans de galère. Quelle différence y a-t-il à creuser de sa pioche de vieille muraille, à empiler des briques, à gâcher du plâtre et du ciment, bref, à faire le maçon dehors par tous les temps? La liberté? Que vaut la liberté avec une pension de misère et un salaire à peine convenable? Et les 2 enfants? Et l'aîné tuberculeux? Et l'autre qui traîne ses guêtres, comme jadis son père, dans les salles de boxe, en espérant devenir champion, comme Cerdan? Tu peux te regarder dans la glace de ta salle de bain minable, Simon l'évêque. À 48 ans, né avec ce siècle pourri, tu es quoi? Tu n'es qu'un imbécile. Simon l'évêque a entendu 1000 fois cette diatribe, et 1000 fois il a répondu. Poulette, tu sais pas ce que tu dis. Encore heureux que j'ai du boulot. Poulette. Ça ne veut plus rien dire non plus. Au temps de la Java et des dimanches sur les bords de Marne, Poulette avait les cuisses rondes et la taille cambrée. L'œil vif et la gouaille des midinettes. Aujourd'hui, Poulette est entortillée du matin au soir dans un tablier de toile bleue. Poulette fait la concierge dans l'immeuble, râle après les poubelles, les escaliers, les paillassons, les chats qui traînent, les gosses qui crient, et après son mari. Demande donc une augmentation, t'es qu'un imbécile. Elle est pas méchante, Poulette. Elle aime bien son ancien boxeur de mari, son nez de travers, son coup de taureau, et même l'estomac qu'il a pris depuis qu'il mange du ragoût à sa faim. Il était si maigre en rentrant de chez les Boches. Oui, elle aime bien. Imbécile, ce n'est qu'un terme d'affection, immédiatement suivi d'un bois ton café, n'oublie pas ton cache-nez, boutonne ton manteau. Et Simon l'évêque descend l'escalier de l'immeuble, dans le 17e arrondissement, près de la gare des Batignolles. Vers 8h15, il descend la rue du Louvre. À 8h30, il descendra les marches moisies de l'escalier de la cave où se trouve son chantier actuel. Simon l'évêque descend toujours quelque chose depuis sa naissance. Une marche du podium, puis l'autre, puis l'échelle sociale, comme on dit. Philosophe, il se dit qu'il ne descendra pas plus bas que le dernier échelon, ce en quoi il se trompe. Le cache-colle fait 3 fois le tour de son cou, et il essuie de ses moufles la goutte qui s'obstine à dégringoler de son nez toutes les 10 secondes. Un froid de chien. Rue Croix des Petits Champs, le vent est glacial. Simon l'évêque s'offrirait bien un café arrosé dans un bistrot des Halles. Mais il est 8h25 et il a des principes. Toujours arrivé le premier sur son chantier. Marcel, son commis, doit en prendre de la graine. Ce bon à rien et à pas grand-chose se débrouille tout le temps pour être en retard ou tirer au flanc. Simon l'évêque s'engouffre dans une porte cochère, rue Croix des Petits Champs. Salue le concierge et descend l'escalier de la cave. Il a sacrifié son café arrosé à ses principes pour rien. Marcel n'est pas à l'heure. Il lui passera un savon. Le couloir sent le salpêtre et l'air de la cave est irrespirable. Une atmosphère d'humidité épaisse. L'unique soupirail a été bouché pendant la guerre, alors que la cave servait d'abri. Il y fait un noir comme dans un tunnel. Simon déroule le fil de sa baladeuse. La branche a une prise du couloir et examine son chantier. Il faut abattre une partie de la vieille voûte pour permettre l'installation d'une chaudière de chauffage centrale et préparer le conduit de départ des tuyauteries pour les plombiers qui prendront la suite. Il retire sa canadienne, l'accroche à un clou, soigneusement, enfile une combinaison bleue et à la lueur de l'ampoule jaunâtre, il voit les petits nuages de vapeur qui forment son souffle. Toujours pas de Marcel. Le gredin ne peut rien pour attendre. Dans la main de Simon, le manche des outils est froid. Il assure sa prise, entre les cales de ses paumes, et se met à creuser. Il en a creusé des trous au stalag. Depuis qu'il ne se sert plus de ses poings pour cogner et gagner sa vie, il s'en sert pour creuser. Comme dit Poulette, le jour où tu te serviras de ta tête, on aura peut-être du beurre dans les épinards. À 10 mètres sous terre, le silence est total. Simon profite du retard de Marcel pour faire ce que lui a demandé le patron. Il va sonder un peu plus profond derrière les vieux murs, au cas où il y aurait une poche d'eau. On ne sait jamais.
Le sous-sol parisien est un vrai gruyère. Et les rivières souterraines, les égouts, la Seine qui se balade. Le patron est méfiant, avec tout ce salpêtre. Il doit y avoir un loup quelque part. Simon sonde jusqu'aux fondations. Et si on peut décrocher un boulot de consolidation, ça arrangera la facture. La facture, mais pas la paix de Simon. Simon attaque à la barre à mine le fond de la fouille déjà profonde, creusée la veille au milieu du vieux mur. Toujours pas de Marcel. Il va se faire botter les fesses, le Marcel. Simon cogne, et la barre à mine devient tiède. Dans sa main, les vibrations lui ébranlent la tête. À chaque coup, un nuage de poussière s'élève. Le mortier et la vieille pierre crissent sous les va-et-vient de l'outil et coulent comme de la farine à ses pieds. Le mur ne tremble pas. Il a l'air solide. Simon perçoit une résonance sourde. Il a soudain l'impression que les pierres du mur se rapprochent de lui. Il fait un pas en arrière, aveuglé par la poussière, et un pan de mur s'écroule devant lui. Un tas de moellons. Au-dessus de l'orifice, une pierre descellée se détache et tombe, rebondit, roule et disparaît de l'autre côté sans qu'il entende le bruit de sa chute. Voilà une histoire. Il y a un trou derrière ce mur. Le patron avait raison. Peut-être une autre cave, mais en tout cas, pas de poche d'eau. Simon aurait entendu le bruit de la pierre. Où est-elle passée cette pierre au fait? Sur quoi a-t-elle pu tomber comme ça en silence? Et Marcel qui n'est toujours pas là. Il aurait pu se faufiler là-dedans, le sacripant. Simon étend le bras pour décrocher sa baladeuse et escalade lourdement le tas de moellons. La lumière lui fournit l'explication du mystère. Il y a là deux murs. Celui qu'il sondait, celui de l'immeuble où il travaille et dont un pan vient de s'effondrer. Et puis un autre mur, appartenant à l'immeuble voisin, qui lui n'a laissé échapper que quelques pierres. L'ouverture n'est pas énorme, 60 cm sur 40 environ. Pas de courant d'air, pas d'odeur particulière, à part une vague humidité, moins importante que dans la cave d'ailleurs. Simon penche la tête par la cavité pour mesurer l'ampleur des dégâts qu'il devra réparer. La baladeuse éclaire une vaste salle grise. Il devine au fond une porte métallique sur le mur opposé. Ça ressemble à une cellule souterraine, des mauvais souvenirs. Du regard, Simon cherche les pierres tombées. La dernière, la plus grosse qu'il a vue rebondir, a roulé près d'un tas de vieux papiers. Il doit la récupérer. Encore du boulot en plus, et ce salopio de Marcel. Les 80 kilos de Simon sont restés souples. Il donne un peu de fil à sa lampe et se faufile dans le trou pour se retrouver dans un local étroit, effectivement bouclé par une porte métallique. Mais le sol est mou sous ses pieds. C'est étrange. Il a l'impression de marcher sur un tapis de feuilles mortes. Simon ajuste la lampe, tâte de la main, ramasse ce qu'il prend pour une feuille morte, l'examine recto verso, et la stupéfaction le fait presque vaciller. Il vient de ramasser un billet de 100 francs. Il se penche, en ramasse un autre, et encore un autre. Il est en train de marcher sur un tapis de billets, une moquette, un édredon de billets. Il y en a de toutes sortes. Des 100 francs, des 500 francs, de 1000 francs, de 1948, des anciens comme on dit maintenant, mais qui à cette heure, entre les mains de Simon Lévesque, sont tout à fait normaux, valables. De vrais billets, des ballots de billets. Simon lève la tête et voit le plafond à 20 cm de son crâne. Les ballots de billets atteignent le tiers de la hauteur de la porte. Il a sous ses pieds quelque chose comme 1,50 m d'épaisseur de billets. Il marche dessus, les piétine, les froisse, les écrase. D'émotion, Simon se laisse tomber assis, sur le moelleux coussin, qui crisse légèrement sous son poids, et balade sa lampe autour de lui. En danseuse, en voltige, il éclaire des monceaux de billets. Dans ses rêves les plus fous, il n'aurait pu imaginer une chose pareille. Que s'est-il passé? L'incroyable? L'invraisemblable? L'inimaginable? L'immeuble où il travaille est mitoyen de la Banque de France. La voilà l'explication. Et ces billets, pour la plupart usagés, sont destinés à être détruits. Il est tombé par hasard dans l'un des sous-sols de la Banque de France, où l'on déverse régulièrement les billets retirés du circuit. Il y en a pour des millions, peut-être des milliards. C'est fou, complètement fou. Ça tourne dans la tête de Simon Lévesque, comme un manège de 14 juillet.
Ces billets ne serviront plus. À personne. Et pourtant, ils sont tout à fait bons. N'importe quel commerçant les accepterait sans le moindre soupçon. Vieux, d'accord, mais valables. Certains ne sont que sales ou un peu déchirés. D'autres tout juste froissés. Personne ne les comptera plus jamais. Sinon, ils seraient en liasse, et pas en vrac. Personne n'a relevé les numéros. Personne ne se soucie de savoir s'il y a 1 200 875 ou 74. Simon Lévesque est un homme honnête, scrupuleux. Un imbécile, dit sa poulette, qui n'ose même pas réclamer une augmentation. Il ressemble à tout le monde, et à n'importe qui. Or, que ferait n'importe qui à sa place? De quoi se méfierait-il? De la police? De la justice? Peut-être, mais pas longtemps. Car il n'y a personne dans ce trou, à part Simon Lévesque, n'importe qui. Et personne ne l'empêche de ramasser une poignée de billets comme ça, juste pour le plaisir, de la jeter en l'air, pour rigoler, de regarder volter autour de lui les billets de 100 francs, de 500 francs, de 1000 francs, de les toucher, de les caresser, de se rouler dedans. Une poignée. S'il en prenait seulement une poignée, la société lui doit bien ça, pour lui avoir donné un fusil qui ne servait à rien. Une autre poignée pour avoir pourri dans un stalag, et une autre pour la France, une autre pour sa femme, pour son fils tuberculeux, pour son fils au chômage, une autre pour... personne. Pour lui, après tout. Juste une 6e poignée pour le pauvre. Simon en est tout pâle. Il est en train de réfléchir à ne pas faire de trous aux endroits où il a prélevé des poignées de billets. Il pense aussi qu'il ne doit pas en prendre plus. Sinon, ce serait un vol grave, mais quelques poignées dont personne ne s'apercevra jamais de la disparition, qui feront de gros plaisirs pour Noël. C'est pardonnable, ce n'est pas méchant. On n'est pas un vrai voleur pour ça. D'ailleurs, il ne vole personne, Simon, avec ses 6 poignées de billets dans la poche, puisque ça n'appartient plus à personne. N'importe qui à sa place ferait la même chose. Assuré de l'impunité, de ne léser personne, de profiter seulement du hasard. Marcel est en retard, mais son retard ne va pas se prolonger indéfiniment. Il faut faire vite. Simon ressort du trou. Il replace les moellons dans l'orifice. Gâche un peu de plâtre en vitesse pour les maintenir provisoirement. Et jette de la poussière dessus. Ni vu, ni connu. « Salut patron !»« Salut Marcel !»« Ben, vous m'engueulez pas ?»« Si, je t'engueule, évidemment. Qu'est-ce que tu fichais encore ? Me raconte pas que t'as soigné ta mère ou que ton vélo a crevé. » Le cœur n'y est pas. Simon Lévesque n'a plus du tout envie de botter les fesses de son apprenti. Qu'il court les balles, si ça lui fait plaisir, et se couche à l'aube. C'est de son âge. Le soir, Simon Lévesque remonte la rue Croix-des-Petits-Champs, passe devant la Banque de France et change de trottoir, avec respect. Le chemin est long et il fait froid, comme d'habitude. Si bien que Simon retrouve sa poulette, un peu tard et un peu éméchée. La chose est rare, et bonne nouvelle aussi. Ma poulette, on va fêter Noël en avance. Simon a les bras chargés de paquets qu'il déverse sur la toile cirée à carreaux entre les assiettes et la soupière. Des cadeaux somptueux qu'on en juge. Des bijoux de bazar, des chocolats, des boules de gomme, 2 agendas pour les gamins et une bouteille de champagne. Qu'est-ce qui te prend? T'as fait un héritage? Une idée, comme ça. Simon, t'as bu? Bah oui, quoi, un peu pour une fois. Toi, t'as touché une prime et tu l'as bu. Ben oui, j'ai touché une prime. Et non, je l'ai pas bu. Tu me vois picoler pour 6 mois de salaire? Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait pour toucher une prime pareille? Simon, je te cause. Chut! Voilà les gosses, je t'expliquerai. En fait, Simon s'était promis de ne rien dire à sa femme. Il aurait peut-être tenu sa langue s'il n'avait pas bu un verre de trop, par gaieté, de bonheur, pour fêter cette extraordinaire aventure qui lui est arrivée. Mais il en a trop dit. En s'endormant, il marmonne encore qu'il expliquera, il ne sait pas quoi. Un boulot exceptionnel au noir, il trouvera bien une idée en dormant. Mais au matin, Poulette a fait les poches de son mari. Elle a trouvé les paquets de billets. « Simon, réveille-toi, qu'est-ce que t'as fait ?» Simon grogne. « Simon, d'où vient cet argent? Je te connais, tu as fait l'imbécile. » Alors, Simon Lévesque se résigne à tout raconter. De toute façon,
Elle ne le lâchera pas sans savoir. Et au fur et à mesure qu'il explique, il voit briller dans les yeux de Poulette le même rêve que le sien, avec les mêmes questions et les mêmes réponses. Un matelas de billets haut jusqu'à la ceinture? Mon Dieu, Simon, j'en pleurerais. Tu y retournes? Il faut bien, j'ai pas fini mon chantier. Non, mais tu y retournes vraiment? Où ça, Poulette? Fais l'idiot, Simon. S'il n'y a pas de danger, t'aurais tort de te gêner. T'as assez payé, non? On te doit bien ça? On. Les puissants, les riches, le gouvernement, les fonctionnaires, l'État, bref, les autres. Et pour les représenter, pourquoi pas les poubelles de la Banque de France? Si bien que ce matin-là, Simon se dépêche pour arriver de bonne heure sur son chantier, avant ce feignant de Marcel, pour déceler les moellons, se glisser dans le trou, faire sa cueillette, en prélevant dans chaque ballot sans faire de trou visible et refermer très vite le coffre-fort sur lui. Le soir, sur la table cirée, le fruit de sa cueillette fait briller les yeux de Poulette. Elle compte et tire des plans sur la comète. Si tu retournes encore une fois, tu pourras t'acheter une canadienne neuve et un manteau en fourrure pour moi. Le mercredi 20 décembre, troisième matin de sa découverte fabuleuse, Simon l'évêque retourne à sa caverne d'Ali Baba. En une demi-heure, il décèle les moellons, se glisse dans le réservoir à billets, prend son dû, referme, replâtre et se remet au travail en enguirlandant Marcel pour le principe. Il a sa canadienne en poche et le mouton doré de Poulette. Avec un peu de chance, il restera quelques billets pour du parfum ou du champagne à Noël. C'est si beau le champagne, le vrai, doré, lumineux comme un trésor en bouteille. Poulette compte les billets le soir. La cueillette de la journée semble la satisfaire. C'est la dernière fois, Poulette. Demain, je scelle les pierres convenablement. Simon. Ah non, c'est fini. Une dernière fois, Simon. Juste pour le poste de radio, celui qu'on a vu au grand magasin avec le tourne-disque dessus. S'il te plaît, Simon. Pauvre Simon, il est romantique. Les souvenirs des bals musettes, les orchestres d'avant-guerre, sous la ramure. Un poste de radio avec un tourne-disque pour la Poulette qui se tue à faire des ménages et à briquer les escaliers des autres. Jeudi 21 décembre, Simon l'évêque fait donc une dernière fois ses emplettes matinales. Il n'a pas le temps de sceller convenablement les pierres. Il le fera demain matin. Dans l'après-midi, le patron visite le chantier d'un œil impatient. Bon sang, c'est pas encore fini. Vous me relevez ce mur, les gars, et qu'on en sorte. Ça traîne, ça traîne. Simon rentre fourbu, harassé, comme d'habitude. Mais sa musette est pleine, et Poulette compte les billets. J'ai une surprise pour toi, Simon. Une nouvelle musette toute neuve, bien plus grande que l'autre. Tu pourras en mettre plus. Simon l'évêque regarde sa femme bizarrement. Elle ne se mettrait pas à se nommer les voisins par hasard. Tu diras que t'as gagné aux courses ou à la loterie. Pourquoi faire, je dirais ça? Si t'en ramènes assez, on pourra se payer une Citroën, la 15 chevaux. Et écoute, Georgette. Il l'appelle Georgette dans les cas graves. Et ceci est un cas grave. Quelques poignées passent encore. On n'en est pas voleur pour autant. Se le dit et se le répète depuis 4 jours. Mais prendre de quoi acheter une voiture. Quelle différence! Simon, t'es qu'un imbécile. On te marchera toujours dessus sans que tu protestes. Ça fera du mal à qui qu'on roule en voiture. T'as fait la guerre pour rien. Ton chantier va être fini. N'importe qui à ta place profiterait des derniers jours. Si c'était moi, tiens. Le vendredi matin, 22 décembre, Simon l'évêque s'en va travailler avec une nouvelle musette. Il fait son marché, refait son plâtre comme d'habitude, en se disant une fois de plus qu'il s'y montera demain. Salut patron! Salut Marcel, faudra te payer une montre un jour. L'apprenti rigole et se met au travail. À l'heure du casse-route, il s'assit par terre et remarque. Vous en avez une grosse musette? Fous la paix à ma musette. Trop tard. Marcel a tiré sur la bandoulière et tâté. Pas de casse-route? Du mou. C'est quoi? C'est rien, t'occupe. Et là, faut pas vous fâcher. J'ai vu du fric là-dedans. C'est fichu pour Simon. Il est bien obligé d'expliquer. Et Marcel de réclamer. Bah, et moi? On va partager ce qu'il y a là. Ça va pas, non?
Avec une montagne de fric à côté? Pas question. Bon, d'accord. J'y retournerai demain et tu viendras avec moi. Mais je te préviens, Marcel, c'est la dernière fois. Samedi matin 23 décembre 1948, Marcel est à l'heure. Plutôt en avance même. Il regarde son patron maçon retirer les moellons du mur de la Banque de France, se glisser dans l'orifice, se rétablir de l'autre côté, et passer à son tour dans la grotte au trésor. Qu'est-ce qui se passe? Simon l'évêque a senti le ciment sous ses pieds. La salle est vide. Marcel est fou de rage. Vous avez tout piqué ou quoi? Tais-toi donc, imbécile. Ils ont tout brûlé. Ils doivent faire ça en fin de semaine. Tout à coup, Marcel tape dans ses mains en rigolant. Hé, regardez, patron, ils en ont laissé. Dans un coin de la salle cimentée, une poignée de quelques billets a dû glisser d'un ballot. Marcel tend une main avide, mais Simon l'arrête. Touche pas à ça, ça se verrait. Pourquoi? Parce que les types qui les ont laissés tomber le savent. Ça doit arriver souvent, ils s'en fichent puisque c'est pour brûler. Mais s'il n'y a plus rien, ils le verront forcément. Marcel boude. Mais Simon le pousse hors du trou. Il a raison d'être instinctivement prudent. Il commence à raisonner en voleur. À quoi bon se faire repérer pour une poignée de billets de 100 francs? T'énerve pas, Marcel. On va laisser passer Noël, on reviendra mardi. Je te parie que tu pourras te remplir les poches et on refermera le mur. Noël est un beau Noël chez Simon Levesque. Poulette est bien un peu déçu de la mésaventure, et Marcel inquiet de remettre sa visite à mardi. Mais, pour Marcel, il le faut bien. Et cette fois, ce sera vraiment la dernière fois. De toute façon, ils n'auront plus accès à la cave dans quelques jours, et il a promis au patron de remonter le mur mardi. Il a fait traîner exprès pour rafistoler les petits dégâts en dernier. Mais il faudra bien cimenter définitivement. Encore heureux que le patron n'ait pas songé à y regarder de près. Mon beau sapin roi des forêts, a chanté Poulette, en accompagnant le disque 78 tours. Joël Noyeux et Bonne Année sont écrits partout aux devantures des bistrots. Mardi 26 décembre, Joyeux Noël est passé. Reste de la bonne année. Marcel l'apprenti et Simon le maçon sont à nouveau au pied du mur. Ils passent l'un après l'autre la tête par le trou. La lampe jaunâtre de la baladeuse éclaire la salle. Le silence est total. Quelques ballots de vieux billets dorment dans un coin. Marcel chuchote. C'est pas beaucoup, je croyais qu'on marchait dessus. Ça doit être à cause des fêtes. Allez, dépêche-toi, on a du boulot. C'est à ce moment-là que s'ouvre la porte métallique. Une lumière aveuglante les cloue sur place. Une dizaine de policiers les entourent. Mardi 26 décembre 1948. Simon le maçon et Marcel l'apprenti sont au commissariat. À 9 heures du matin, sous l'œil attentif et bleu du commissaire Cardan. Simon transpire, la tête basse. Marcel ricane. Moi, j'ai rien pris, faudrait pas confondre. Quelle différence entre celui qui a pris et celui qui allait prendre? Elle est infime, moralement. Mais Simon s'est offert une canadienne neuve, un manteau pour sa femme, un poste de radio avec tourne-disque, des bijoux de bazar, des chocolats, 2 agendas et du champagne à Noël. Simon le maçon est un voleur. Le commissaire le regarde sous le nez, qu'il a cassé par des années de combats laborieux. Et vous, vous imaginez que ça allait durer longtemps comme ça? C'était la dernière fois, commissaire. On dit ça. Je vous jure, ça avait trop duré, je voulais plus. Ah bon? Et pourquoi avoir raflé une méchante poignée de billets samedi dernier? C'était le meilleur moyen de vous faire prendre. Simon l'évêque regarde Marcel. T'as fait ça? Tu les as pris? Pauvre imbécile. Eh oui, Marcel l'apprenti, le bon à rien toujours en retard, a fait l'imbécile une fois de plus. Simon est sorti le premier ce matin-là, et il a raflé les billets dans son dos, maigre butin, qui lui a permis tout juste d'offrir l'apéritif en 3 tournées à ses copains de bistrot, et à frimer devant une fille, avec un briquet façon cuir. S'il n'avait pas fait le malin, Marcel, Simon aurait peut-être réalisé lentement, sûrement, sans aucun risque, le plus beau hold-up de l'année, sans être un gangster pour autant. On ne rêve pas. C'est fini les murs de la Banque de France, mitoyens avec les caves des particuliers. Bien fini. Cette faille dans le système de sécurité de l'époque a d'ailleurs valu une certaine indulgence à Simon et Marcel. Les grands argentiers ne tenaient pas outre mesure
a étalé l'histoire. Il fut même dit qu'il s'agissait là de pure invention des journalistes, en malle de papier juteux pour Noël. De nos jours, c'est à Chamalières que tout se passe, en moderne, en très sécurisé, avec circuit automatique et four crématoire inabordable. On ne visite pas.